Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence de l'Observatoire de la sécurité des foyers. Observatoire de la sécurité des foyers qui avait été lancé en 2018 et qui réalise donc sa deuxième édition. Je me présente, je m'appelle Olivier Provost, je suis directeur associé de l'agence Rumeur Publique et ancien rédacteur en chef de La Tribune. Nous allons donc parler aujourd'hui d'un sujet absolument clé. Il y a 2 ans, l'Observatoire de la sécurité des foyers vous avait parlé des risques de cambriolage. Et bien cette fois, on va vous parler d'un risque assez méconnu, mais vous allez le voir majeur, qui est le risque d'incendie domestique. Alors pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Jean-Vincent Raymondis, qui est le directeur général adjoint du groupe Saretec. Jean-Vincent, bonjour. Bonjour. Nous avons avec nous Xavier Ducurtil, qui est directeur de l'engagement sociétal de Covea. Bonjour. Et nous avons avec nous, à distance, et vous l'aurez compris pour des raisons évidemment de sécurité sanitaire, Guillaume Desbonnets, qui est directeur des partenariats Alliance chez Verisure. Guillaume, est-ce que vous êtes avec nous? Parfaitement. Bonjour Olivier. Et vous nous entendez bien? Tout à fait bien. Eh bien, c'est parfait. Donc, juste un petit mot de rappel sur l'Observatoire de la sécurité des foyers. Comme je vous le disais, il a été créé il y a 2 ans par 3 grands partenaires. L'assureur Covea, qui regroupe des marques très connues comme MAF, MMA et GMF, par Verisure, qui est le spécialiste de la télésurveillance, et par Saretec, qui est le leader de l'expertise des sinistres en France. Alors, nous allons tout de suite essayer de voir en chiffres, en perception, en données assurantielles, qu'est-ce que ce risque d'incendie domestique? Et je vais commencer avec vous, Jean-Vincent, pour que vous nous donniez quand même quelques chiffres clés pour qu'on réalise la réalité qui se cache derrière ce risque, l'incendie domestique en France. Est-ce que ça représente un risque majeur? Alors, oui, Olivier. Notre étude a démontré qu'en France, chaque année, un incendie se déclare toutes les 2 minutes. Un incendie toutes les 2 minutes. C'est donc, cette année encore, 300 000 incendies qui vont se déclarer dans les foyers en France. Ces sinistres, tragiques parfois, vont causer des décès, 200 à 300 par an, sachant que les sinistres incendies se produisent majoritairement lorsque les Français sont dans leur domicile. 70% des sinistres qui vont causer des décès se produisent d'ailleurs la nuit. L'hiver arrive maintenant et c'est la période durant laquelle la majorité des sinistres vont aussi se produire. C'est donc le bon moment pour analyser la situation de l'incendie en France. Nous avons aussi souhaité comprendre la perception des Français. Quelle était la vision des Français sur ce risque incendie? Et nous avons fait réaliser par OpinionWay une étude auprès de l'ensemble des Français pour mesurer cette perception. Premier chiffre, 1/3 des Français a été concerné directement, lui-même ou indirectement par ses proches, à l'incendie. 1/3, c'est beaucoup. 1/3, c'est beaucoup, oui. Le sinistre incendie, ça arrive. Deuxième chiffre qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, les moins de 35 ans semblent être les plus concernés par ce sinistre et les 35-49 ans les plus éloignés de cette réalité. Ces chiffres en disent effectivement long sur ce danger, sur ce risque, sur ce péril qui nous guette tous. Et effectivement, dans ces moments où nous sommes beaucoup, la situation sanitaire l'impose, à nos domiciles, le risque est augmenté. Vous avez raison de le souligner. On vient de voir les données chiffrées, et donc elles sont incontestables. Et je me tourne vers vous, Xavier Ducurtil, directeur de l'engagement sociétal chez Covea. Ça, c'est la réalité des chiffres. Est-ce que cette réalité est connue? Comment les Français perçoivent-ils ce risque d'incendie domestique? Alors, globalement, la perception du risque est très faible, et donc ce risque est sous-estimé. La perception du faible du risque incendie, comment dire, 17% des Français considèrent l'incendie comme une menace principale, alors que pour le cambriolage, c'est 32%. Donc c'est quand même la deuxième peur, des Français. Mais au final, 9 Français sur 10 considèrent le risque d'incendie faible, voire inexistant dans leur résidence. C'est à 88% qui pensent ça. Donc en fait, ça concerne les autres. Donc en fait, j'ai peur, mais c'est surtout les autres. D'accord. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc seules les personnes déjà victimes d'incendie, 52%, ou ceux équipés d'une cheminée, ce qui paraît assez logique, considèrent véritablement ce risque. Donc le risque incendie, on l'a vu, demeure globalement méconnu et sous-estimé des Français. 68% par exemple ignorent la fréquence de déclenchement des incendies. Alors c'est pas une donnée facile à connaître. Hein. C'est sûr. Je pense que si vous m'avez posé la question, je suis pas sûr d'avoir. Donc on a vu que c'était toutes les 2 minutes. En fait, ils pensent que c'est toutes les 20 minutes. Et il y a quand même un rapport de 1 à 10. Et à ce titre, près d'1 Français sur 4, ça c'est plus embêtant, ignore le caractère obligatoire des détecteurs de fumée dans les logements.
Et c'est encore pire pour les jeunes, 35%. Et par ailleurs, on estime qu'un Français sur 10 n'a pas de détecteur de fumée installé alors que la loi a plus de 5 ans et qu'elle est obligatoire. On va y revenir tout à l'heure, Xavier. Et c'est pour ça qu'on a fait cet observatoire. C'est dommage parce que près de 400 vies ont été sauvées ces 2 dernières années grâce aux détecteurs de fumée. Et on a vu avec Jean-Vincent qu'en revanche, on a eu 200 à 300 morts à cause des incendies. Voilà. Donc on aurait pu malheureusement sauver ces 200 à 300 personnes. Donc on ne peut pas leur en vouloir, mais il y a toujours un écart entre la perception du risque et la réalité du risque. Ça, c'est la perception. Et puis en plus, non seulement la perception est un peu éloignée de la réalité, mais en plus, il y a des croyances, et il y a des croyances fausses. Alors, il y a quelques croyances, effectivement, qui ne sont pas tout à fait proches de la réalité. Donc les Français connaissent plutôt bien les réflexes à avoir en priorité lorsqu'un incendie se déclare. Ça, c'est bien. Donc 39% appelleraient d'abord le 18. C'est toujours un très, très bon réflexe. 14% feraient évacuer les lieux. Et 7% seulement essaieraient d'éteindre le feu. Souvent, éteindre le feu, ce n'est pas forcément le bon réflexe. Il vaut mieux essayer de sortir quand c'est possible ou justement de ne pas sortir selon certaines conditions. Donc, oui, parce que spontanément, feu, on pense, allez, je prends un verre d'eau, voilà. Je le prends, je jette sur le début de flamme. Un verre d'eau, c'est pour les 30 premières secondes. Après, c'est plus la peine. Alors, les Français ne sont pas toujours au fait des facteurs aggravants du risque incendie. Une minorité, par exemple, sait que le risque est plus élevé en appartement. Ça aussi, ce n'est pas tout à fait intuitif. Il y a 14% seulement qui pensent que le risque est plus élevé en appartement, alors que c'est le cas. Ah, j'aurais pensé que c'était en maison. Et oui, voilà, vous faites partie des 14%, plutôt des 86%. De la même façon, 7% seulement pensent que le risque est plus élevé dans les appartements de grande taille. Près de la moitié des Français ont toutefois conscience du risque plus élevé dans les logements anciens. Oui. Là aussi, c'est plus intuitif. Donc on là, pense aux prises, on pense un Français sur 2 qui pense que dans les appartements anciens, c'est plus élevé. De même, 41% des Français ignorent que la présence d'une cheminée est un facteur aggravant. Ça c'est quand même assez étonnant. Alors qu'en fait, quand il y a une cheminée, le risque est multiplié par 10. Par 10 ? Par 10. Mais bon, la cheminée, c'est du feu qui est tout près, hein, donc on peut imaginer ça. Seuls 30% des Français estiment que le risque est plus important en hiver. Parce qu'on a dans la tête l'image des grands feux d'incendie de l'été. Alors que l'incendie domestique, ça se passe l'hiver. Et seuls 27% jugent que le risque est plus élevé la nuit, alors que c'est 70%, on l'a vu avec Jean-Vincent, 70% des incendies qui se produisent la nuit. Alors, tous les chiffres que vous venez de nous donner sont impressionnants parce qu'on voit qu'il y a un décalage énorme entre la réalité et puis la perception et les croyances. Alors, il y a un troisième facteur qu'il faut qu'on aborde quand même, c'est les comportements à risque. Et pour ça, on peut, là encore, dérouler plein de chiffres. Mais je crois que c'est le plus intéressant, c'est de regarder la réalité de terrain. Jean-Vincent, avec votre société Saretec, vous avez 800 experts partout en France. Ils sont sur le terrain. Est-ce que vous avez des histoires concrètes à nous raconter sur la réalité de l'incendie domestique en France? Alors, vous avez raison, nos équipes sont tous les jours sur le terrain. Et pour illustrer en fait ces causes d'incendie, alors nous avons réalisé pour la première fois une étude, une véritable cartographie de comment se produit un incendie. D'où est-ce qu'il part? Qu'est-ce qui le cause? Plusieurs dizaines de milliers d'expertises analysées. Et ce que nous relevons, dans un tiers des cas, la cause de l'incendie, c'est une négligence. Pour l'illustrer, nous sommes à Rennes, dans un petit immeuble, c'est un appartement. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, oui, c'est une expertise réalisée la semaine dernière par nos équipes. Donc à Rennes, dans un appartement, une personne qui fait la cuisine, qui fait frire quelque chose sur le feu, l'huile déborde, et tout de suite, l'huile s'enflamme, ça se propage à la hotte, ça va se propager à la cuisine, la personne va quitter sa cuisine, fermer la porte, appeler les secours, qui vont arriver 10 minutes après. La cuisine va être quasiment entièrement détruite, l'appartement totalement enfumé, 25 000 € de dommages. 25 000 €. 25 000 € de l'huile qui a débordé au départ, et puis des dommages de fumée dans tout l'immeuble. D'accord. Premier exemple, négligence, un tiers des sinistres, la cause du sinistre est une négligence. Deuxième cause prépondérante, les sinistres d'origine électrique. Alors là, malheureusement, c'est un drame auquel nos équipes ont été confrontées. C'était là aussi la semaine dernière à Albi. Donc nous sommes dans une maison, c'est à minuit 30. La personne se réveille, a le temps de prévenir les secours et malheureusement va décéder suite à l'inhalation des fumées. Ah ouais. Donc quand nos équipes interviennent, c'est des spécialistes en recherche de causes d'incendie qui vont intervenir pour déterminer l'origine, qu'est-ce qui s'est produit. Et là, en analysant les stigmates, en recherchant la propagation, ce qu'on va identifier, c'est que c'est sous un petit meuble placé à côté du lit
que se trouvait une multiprise avec des chargeurs. Le meuble a été posé sur cette multiprise et a provoqué un échauffement, puis un départ de feu. Donc, intéressant aussi en chiffres, 72% des sinistres démarrent dans la cuisine, on l'a vu, 14% dans la chambre et 10% dans le salon. Un troisième exemple de sinistre d'origine électrique, c'est 20% des sinistres d'origine électrique. Alors, nous sommes à Poitiers, là encore, c'est une expertise de la semaine dernière, dans une maison de ville des années 50. Et le père de famille se réveille à 6h30, il sent de la fumée, il fait sortir sa famille, il appelle les pompiers et il ouvre la porte qui mène dans le cellier. Et là, il voit que dans ce garage, il y a déjà toute la charpente qui est en feu. Il évacue les lieux, les pompiers vont intervenir, mais ne pourront pas empêcher le sinistre de se propager complètement. La maison va être totalement détruite, 260 000 € de dommages, heureusement pas de victimes, mais 260 000 € de dommages suite à cet incendie. Le point de départ, là encore, on va le retrouver, c'est un vieux frigidaire qui était branché dans le garage et qui a été le point de départ de l'incendie. Alors là, on a vu 3 exemples très concrets et puis malheureusement des histoires vraies avec des dégâts matériels énormes et puis tristement dans un cas un décès. Est-ce qu'on peut essayer de généraliser un petit peu et de se dire c'est quoi les comportements à risque et comment les éviter? Alors les comportements à risque, malheureusement on les a tous. Et finalement, ce qu'on pourrait se dire, c'est si on essaye de prendre ces éléments-là et de se dire qu'est-ce que je pourrais faire chez moi, qu'est-ce que les foyers pourraient faire chez eux. Premier comportement à risque sur tout ce qui est d'origine électrique. Nos multiprises. Alors, première chose, faisons le tour ce soir de nos multiprises en cascade et pas de multiprise branchée sur une multiprise. Il va falloir expliquer ça à nos ados qui branchent les smartphones à répétition. 20% des sinistres, cause électrique. 20% des incendies. Les chargeurs branchés qui restent branchés. Peut-être l'occasion, là aussi, de changer nos multiprises avec un interrupteur qui permet de couper complètement tous ces chargeurs. Ça fera aussi des économies d'énergie. Cause électrique. Deuxième chose que nous pouvons faire, c'est dans la cuisine, on l'a vu, un lieu vraiment dangereux en termes de point de départ d'incendie. Bien sûr, ne pas laisser des éléments sans surveillance lors d'une cuisson. La négligence, c'est toujours une somme de choses. J'ai mis quelque chose sur le feu, quelqu'un m'appelle, je sors pour prendre mon portable. C'était le premier exemple que vous citiez avec le truc d'huile qui prend feu et qui brûle toute la cuisine. Exactement. Donc vraiment, ne pas laisser quelque chose qui cuit sans surveillance. Là aussi, vraiment attention à tout ce qui est friture. On pourrait le démontrer, les sinistres avec de l'huile, l'incendie provoqué par l'inflammation de l'huile sont très très fréquents. Et puis ne pas laisser partout dans la maison un appareil chauffant, un fer à repasser, un chauffage branché lorsqu'on n'est pas dans la pièce. Puis le troisième cas, c'est bien sûr le feu. Alors, les bougies allumées, alors les bougies parfumées, vous savez, on a beaucoup aujourd'hui de ces bougies parfumées dans nos logements. Et ne pas laisser une bougie allumée seule dans la pièce. Là aussi, on constate beaucoup de sinistres où cette bougie va tomber, rouler et tomber sur un tapis ou sur un autre élément et provoquer un départ d'incendie. Là aussi, Xavier, vous l'avez évoqué, c'est les cheminées, les poêles allumées, les poêles à bois. Ne pas laisser ces poêles à bois ou ces cheminées allumées la nuit alors qu'on est allé se coucher. Oui, Xavier nous disait 10 fois plus de risques quand on a une cheminée, je crois. C'est impressionnant. Et puis, je pense qu'il faut aussi regarder ces installations, chaudières, détecteurs de fumée, etc. Il faut aussi... Alors, bien sûr, et je pense qu'on devrait chacun avoir... Alors, il y a certaines vérifications, d'ailleurs, qui sont obligatoires, mais au moins, chaque année, avoir une vérification, changer les piles de ces éléments, faire cette vérification. Je pense qu'on a tous ces choses-là chez nous. Vous savez, ce fil électrique sur lequel on a posé un meuble qui est un peu plié, sur lequel on a une pliure, ça, c'est une cause d'échauffement et ça peut provoquer un incendie. Alors, il faut que tout le monde suive les beaux conseils que Jean-Vincent Raymondis vient de nous dire. Et puis, quelquefois, ça ne suffit pas, ou alors on ne les a pas suivis, et l'incendie se déclare. Au départ, peut-être une petite flamèche, et puis derrière, effectivement, le risque à un moment de voir une pièce entière, voire une maison entière, comme il le rappelait dans un exemple, disparaître en fumée. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'incendie ? On a voulu poser la question à un expert, en l'occurrence une experte, une femme pompier volontaire dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais exactement. Écoutez-la. Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis pompier volontaire dans le Pas-de-Calais depuis bientôt 10 ans. Je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer brièvement les démarches à suivre en cas d'incendie. Dans un premier temps, contactez les pompiers en faisant le 18 ou le 112. Prévenez tous les occupants de votre domicile pour évacuer ou vous mettre en sécurité dans une pièce, la porte fermée. Éteindre le départ de feu uniquement s'il est naissant. Fermez toutes les issues une fois que vous avez évacué le domicile. Enfin, n'oubliez pas d'équiper votre logement d'un détecteur de fumée et d'informer tout votre foyer de la démarche à suivre en cas de départ d'incendie. Alors voilà les conseils avisés
d'une experte qui est sur le terrain. On a vu des sujets chiffrés, on a vu des sujets de comportement, mais il faut le dire aussi, pour se prémunir contre le risque d'incendie domestique, il y a aussi des solutions techniques. Et pour nous en parler, qui de mieux que Guillaume Desbonnets, directeur des partenariats Alliance chez Verisure. Guillaume, vous êtes avec nous ? Tout à fait. Alors Guillaume, ces solutions techniques, quelles sont-elles ? Alors, Xavier l'a dit, il y a une loi qui a été promulguée en 2015 suite à une recrudescence des incendies domestiques qui s'appelle la loi Morange. Cette loi, elle impose à l'ensemble des foyers de s'équiper à minima d'un détecteur de fumée. Comme l'a dit Xavier, cette loi, assez étonnamment, elle est encore assez méconnue par un certain nombre de Français, puisqu'il y a un Français sur 4 qui n'a pas connaissance de cette obligation légale, 35% des jeunes, comme l'a dit Xavier. Et lorsque cette obligation elle est connue, aujourd'hui, elle est souvent mal vécue et vécue comme quelque chose de contraignant par les Français. On le dit dans l'Observatoire, ils sont 93% à trouver des inconvénients au détecteur de fumée autonome. Ces inconvénients sont de plusieurs types. C'est devoir tester les piles régulièrement. On dit voilà, mon détecteur de fumée n'a régulièrement plus de batterie. On dit voilà, mon détecteur de fumée se met à sonner pour rien et c'est gênant. Je dois le tester régulièrement. Donc, beaucoup d'inconvénients perçus. Et tant et si bien qu'il y a une forme de perte de confiance de la part des Français sur ce type de dispositif qui, encore une fois, est pourtant très, très utile. Et nous, on le voit dans les diagnostics sécurité qu'on est amené à réaliser chez nos clients. On réalise environ 200 000 diagnostics sécurité chaque année chez nos clients, côté Verisure. Et quand on teste les détecteurs de fumée, très souvent, on va constater que le détecteur de fumée n'a plus de batterie, qu'il est mal positionné, qu'il est positionné à un endroit qui n'est pas approprié, etc. etc. Donc, loi méconnue, lorsque les détecteurs de fumée sont installés, ils sont souvent mal installés ou mal vécus. Moi, je voulais revenir effectivement sur un certain nombre de conseils dont nos amis de Saratec ont déjà parlé. C'est effectivement ces clés effectivement de maintenir nos détecteurs, déjà d'en avoir un, mais aussi de les maintenir. Donc c'est à minima tester tous les 3 mois. La loi impose à minima un détecteur de fumée, mais il est évident que lorsque vous habitez une maison de plus de 100 mètres carrés, il vous faut à minima 2, voire 3 détecteurs de fumée. Et ils doivent être placés dans les endroits sensibles, pièces de vie, proches des chambres, etc. Et puis voilà, et puis un détecteur de fumée, comme une chaudière, j'oserais dire, même si là aussi on voit que c'est pas forcément fait. Un détecteur de fumée, ça se contrôle très régulièrement. Autre solution... Juste, Guillaume, je me permets de vous interrompre. Bien sûr. Le détecteur de fumée, c'est une chose, et vous l'avez souligné à raison, il faut en installer, et il faut en installer plusieurs quand on a un logement grand, mais ça ne suffit pas. Comment on le surveille, comment on interagit avec ce détecteur de fumée, parce que j'ai l'impression, très souvent, que globalement, on a l'impression d'acheter la paix avec un détecteur de fumée, on l'installe, puis derrière, on se lave les mains, on se dit, maintenant, il ne peut rien arriver. Or, le détecteur de fumée n'est pas l'alpha et l'oméga de la protection. Il faut autre chose avec, non ? Tout à fait. Alors, vous le dites très bien. Nous notre conseil, et on l'a vu, la clé, en fait, dans un départ d'incendie, c'est la réactivité. Et on a pu le voir, sur les 10 premières secondes, un verre d'eau peut suffire. Dès lors qu'on a passé la minute ou les 2 minutes, ça devient tout de suite une catastrophe. Donc, on est persuadé que la clé, en fait, en cas de départ d'incendie, doit résider dans la réactivité. C'est la raison pour laquelle, chez Verisure, on milite effectivement pour que les clients, les Français, installent des détecteurs de fumée qu'on appelle les détecteurs de fumée connectés. Le principe étant d'avoir des détecteurs de fumée reliés à un centre de télésurveillance. Pourquoi ? Parce que ça va garantir en fait la réactivité dans l'intervention. Chez Verisure, on traite 15 000 signaux d'urgence par mois environ, et on va traiter 99,9% de ces signaux d'urgence dans les 10 secondes. Pourquoi ?
parce qu'on sait que c'est dans ces moments-là qu'il faut aller vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces moments-là, Départ d'incendie, on va tout de suite, par le biais d'une interphonie, prendre contact avec les occupants du foyer pour les avertir et pour leur donner tout de suite la bonne conduite à tenir. Tout ça aussi, c'est couplé à une installation dite professionnelle. On l'a vu juste avant. C'est bien beau d'avoir un détecteur de fumée, mais s'il est mal installé ou installé dans une mauvaise pièce, il va sonner à mauvais escient ou être peu efficace. C'est la raison pour laquelle on préconise aussi que l'installation soit réalisée par des professionnels. Ça sert à sauver des vies. Donc, on pense que ça vaut effectivement une petite dépense en la matière. Je vais encore poser une question à Guillaume, mais je rappelle que, amis journalistes, vous pouvez aussi poser vos questions, notamment à travers le chat. Donc n'hésitez pas, il y aura évidemment une séance de questions-réponses à la fin pour Jean-Vincent, pour Xavier et pour Guillaume. Guillaume, encore un dernier point. Vous venez d'expliquer très bien pourquoi c'est utile d'avoir un détecteur de fumée et pourquoi c'est utile qu'il soit connecté. Comment vous expliquez qu'en France, on soit à des niveaux si bas alors que même la loi l'impose ? Xavier l'a dit, je pense que c'est vraiment une affaire de perception du risque. Aujourd'hui, dans ce domaine-là, l'enfer, c'est les autres. Et c'est souvent en fait le problème des autres. Donc notre mission, et c'est vraiment l'objectif de cet observatoire de la sécurité, c'est aussi de réussir à faire de la pédagogie autour de ça. On voit que la loi ne suffit pas et que le fait d'imposer un détecteur de fumée ne suffit pas. Et qu'il faut, sur le sujet, faire beaucoup de pédagogie. C'est la raison pour laquelle, avec Saretec et le groupe Covea, on a souhaité mettre en place cet observatoire de la sécurité des foyers pour sensibiliser l'ensemble du public sur le sujet, qui est un sujet très important à notre sens. Alors justement, Guillaume, quand on a préparé cette table ronde, Jean-Vincent Raymondis, le directeur général adjoint de Saretec, est avec nous, me citait un exemple très intéressant, qui est l'exemple de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où là-bas, les détecteurs de fumée sont beaucoup plus présents qu'en France. Comment ils ont fait, les Anglais ? Alors, début des années 90, la Grande-Bretagne décide de rendre obligatoire l'installation de détecteurs autonomes de fumée. Comme nous. Et alors, comment ça s'est produit ? En fait, à cette époque, des grandes campagnes de publicité à la télévision pour rappeler cette obligation, rappeler pourquoi, rappeler où, rappeler comment, faire de la pédagogie. Deuxièmement, des municipalités très impliquées, avec des personnes qui sont passées, qui ont fait du porte-à-porte pour expliquer où, comment installer. Donc cela a été dit, comment installer son détecteur, où le positionner pour justement ne pas avoir de faux déclenchements et avoir les vrais bons déclenchements. Donc vraiment une réelle pédagogie qui a permis de réduire le nombre de décès par incendie en Grande-Bretagne de 80%. Donc vraiment la pédagogie fonctionne, ils l'ont démontré. Ouais, enfin, j'imagine que c'était de la pédagogie accompagnée un petit peu fortement quand même. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? Alors, concrètement, ils ont investi, c'était de la pub, c'était... Alors concrètement, c'était de la publicité à la télévision et c'était aussi, de façon très décentralisée, les municipalités qui ont mené des campagnes de prévention en porte-à-porte, réellement en porte-à-porte, en allant chez les gens pour mener ces campagnes de prévention, pour expliquer et faire de la pédagogie. C'est ce qu'il faudrait faire en France, à votre avis, Jean-Vincent ? En fait, je pense que ce qu'on fait à travers cet observatoire, c'est une de cette pédagogie. Et c'est à travers les relais que pourraient avoir dans certains organes de presse, de pouvoir dire, effectivement, on peut faire des choses, on peut sauver des vies, on peut mieux faire. Vraiment, c'est possible. Et c'est en communiquant, en rappelant, en redisant ces choses-là qu'on peut le faire. D'accord. Alors, on a vu, encore une fois, les gestes à faire et ceux à éviter pour contrer les risques d'incendie domestique. On a vu qu'il y avait des solutions techniques qui existaient, notamment avec le détecteur de fumée téléconnecté. Il y a aussi des enjeux en termes de couverture d'assurance. Là, évidemment, je vais me tourner vers l'homme de l'art, Xavier Ducurtil. Vous êtes directeur de l'engagement sociétal chez Covea. Et on rappelle, Covea, c'est ce groupe d'assurance qui réunit des marques aussi connues que MMA, MAF et GMF. Quels sont les enjeux et les couvertures assurantielles face au risque d'incendie domestique ? Alors d'abord, je rappelle quelques chiffres. On a vu entre 200 et 300 000 incendies par an. Le coût moyen d'un incendie en France, c'est 7 400 €. C'est pas neutre, hein ? Non, c'est pas neutre, c'est pas forcément. Et en fait, c'est une moyenne, mais ça recouvre des réalités très différentes entre un incendie qui touche toute la maison et un petit incendie qui s'éteint tout de suite. C'est évidemment pas les mêmes dégâts. Jean-Vincent, c'était le cas de la maison, là, 260 000 € partis en fumée. Voilà. Donc 7 000 € en moyenne, c'est quand même pas rien. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, les Français ne savent pas généralement pourquoi ils sont assurés. Donc, il faut toujours regarder ces contrats, en discuter
et bien déclarer ce qu'on a, parce que sinon, évidemment, c'est un facteur de remboursement majeur. Si on a mal déclaré, on sera mal remboursé. On a vu que les Français ne savent pas chiffrer le montant du sinistre. Mais moi, je ne voudrais pas tellement parler de ça. Je voudrais évoquer surtout un point auquel on ne pense jamais en termes de prévention. C'est que, vous savez, pour être remboursé, il faut des pièces. Il faut évidemment faire des photos, mais il faut aussi des pièces pour justifier le montant. Or, quand on a un incendie, ces pièces, elles sont souvent brûlées. Et donc, on a vu une bonne observation. Mais oui, mais la plupart des Français, je dois dire moi non plus, je n'avais pas pensé, classent évidemment leur dossier chez eux, et c'est chez eux que ça brûle. Donc, il faut penser à mettre ces informations dans un cloud ou ailleurs. Il y en a qui louent des coffres. Une fois qu'on a été cambriolé ou on subit un incendie, on sait ce qu'il faut faire. Mais quand on n'a pas vécu cette expérience, il vaut mieux se prémunir de ça. C'est un petit conseil que je donne à tout le monde. Restons une seconde sur les pièces. Vous, votre conseil, c'est que vous achetez un objet de valeur, entre guillemets, je ne sais pas à combien, je ne sais pas vous chiffrer la valeur, mais au-dessus de 100, 200, 300 euros, vous gardez la pièce, vous la photographiez, vous la mettez dans un cloud et au moins vous avez quelque chose pour justifier que vous l'avez acheté. Voilà. Maintenant, on a les outils technologiques pour faire ça et il faut le faire systématiquement et au moment où vous achetez ces pièces-là. D'accord. Et vous êtes passé très vite sur un sujet dont vous m'avez beaucoup parlé quand on a préparé encore cette table ronde, c'est prendre des photos. On l'oublie souvent, mais même une fois que le sinistre est intervenu, il faut toucher à rien, mais vous m'avez dit, prenez des photos de ce que vous avez sous les yeux. Les experts, hein, c'est surtout les experts qui adorent ça et qui viennent en faire évidemment, mais tout de suite, il faut prendre le maximum de photos. D'accord. Pour que l'expert, justement, puisse bien trouver la cause de l'incendie et bien estimer les dégâts en conséquence. Mais c'est vrai qu'en termes de chiffres, on est tous un peu démunis. C'est très difficile d'essayer à un moment d'évaluer le montant d'un dégât et le montant d'une indemnisation éventuelle. Non, mais ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est bien s'assurer. Voilà. C'est pas une question de prix, c'est une question de... Je ne demande pas chez qui. Hein. Non, bien sûr que non. Mais c'est un discours général, c'est de l'intérêt général qu'on fait là. C'est un réflexe systématique de déclarer justement ce qu'on a dans son appartement, sa maison. C'est la meilleure garantie d'être bien remboursé derrière. Sans du tout vouloir faire de la moindre promotion, est-ce que quand je fais le choix, moi, à un moment, d'une compagnie d'assurance, il y a des choses qu'il faut que je regarde avec attention si je veux être prémuni sur le risque incendie domestique ? Il faut demander les garanties qui sont dans le contrat, tout simplement. Le contrat ne peut pas imaginer toutes les formes d'incendie possibles, mais il y a quand même suffisamment de précision sur les garanties, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert. Et alors, un exemple assez concret qui est arrivé récemment, vous faites des travaux dans votre maison, vous agrandissez, par exemple, vous faites un étage de plus ou une véranda. J'imagine qu'il faut du coup retourner vers son assureur en disant mon habitation n'a plus le même nombre de mètres carrés et plus les mêmes contenants, il faut peut-être que je m'assure davantage. Voilà, c'est ce qu'on appelle une révision chez nous. D'accord. Un contrat doit être révisé régulièrement chaque fois qu'il y a un changement. Parce que c'est souvent à l'occasion de ces changements que justement les garanties ne sont plus adaptées. Et donc, il faut penser, alors les assureurs vous le rappellent régulièrement, mais il faut penser soi-même à aller vérifier que les changements qui ont été faits dans une habitation sont toujours couverts de la même façon, ou au contraire, s'il faut augmenter les garanties. Alors ça, c'est les aspects très matériels, très concrets, mais vous êtes directeur de l'engagement sociétal, les questions humaines, les questions de personnes vous sont chères. Il y a aussi un enjeu dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'enjeu psychologique. C'est de même que quand on en avait parlé il y a 2 ans avec le risque de cambriolage, quand on subit un cambriolage, on a toujours l'impression d'avoir subi une agression, voire un viol de son intimité. Dans le cas d'un incendie, j'imagine qu'il y a un traumatisme psychologique chez les personnes. Alors oui, d'abord, dans nos services d'assistance chez Fidelia, nous avons des cellules psychologiques qui traitent avec des vrais psychologues graves, parce que quand on subit un sinistre, et notamment un incendie, c'est un vrai traumatisme. C'est ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Donc le syndrome post-traumatique, je lis quand même parce que je ne suis pas médecin, mais ça provoque des cauchemars, des insomnies, des réactions somatiques, des maux de tête, des pleurs, des boules au ventre, de l'irritabilité. Vous voyez, c'est pas rien en fait. On n'a pas envie de vivre ça. Et mettez-vous à la place de quelqu'un, par exemple, qui vient de perdre sa maison qu'il avait construite lui-même. C'était l'œuvre de sa vie. Imaginez, et puis on a d'autres exemples de sinistres graves, mais c'est un vrai choc pour les gens. Sûr. Et donc, nous, on propose des
des rendez-vous avec des psychologues, on ne les impose pas. C'est très important parce que ce sont les sinistrés eux-mêmes, nos clients, qui doivent faire la démarche, qui doivent devenir acteurs de leur reconstruction. Sans être psychologue, donc on voit bien ce que ça veut dire. Et ça, c'est très important et c'est ce travail-là qui est fait en priorité. Et donc, pour être acteur, il faut essayer de faire que les clients se projettent dans leur maison reconstruite. Et un bon contrat d'assurance, normalement, garantit que la maison sera reconstruite à l'identique. Et même souvent en mieux. Donc, la technique, c'est... et encore une fois, je ne suis pas psychologue, mais c'est d'essayer de faire en sorte que les clients se projettent vers un avenir finalement qui est meilleur, alors même qu'ils ont été totalement traumatisés par ce qui leur est arrivé. Je trouve ça important qu'on parle de cet aspect psychologique parce que dans l'Observatoire de la sécurité des foyers, derrière le mot sécurité, on pense généralement sécurité matérielle et que tous les trois vous ayez pensé aussi à cet aspect humain, cet aspect psychologique, à l'heure où évidemment toutes les entreprises se tournent vers la RSE et la raison d'être. Je trouve ça important qu'on en parle aussi dans le cadre de l'OSF. Oui, mais l'assurance, c'est une question d'émotion. On ne fait que gérer des émotions et apporter un service. Alors, un service large avec les solutions de prévention comme la télésurveillance. Après, on les traite d'un point de vue technique avec les experts et on les traite aussi d'un point de vue psychologique parce que c'est de la gestion d'émotions. Est-ce que c'est aussi une réalité de terrain pour les experts? S'arrêter avec Jean-Vincent, c'est-à-dire que vos experts, on pourrait penser que c'est le côté un peu froid, j'arrive après le sinistre, j'évalue, je chiffre. Ils sont eux aussi confrontés à cette charge émotionnelle? Alors, nos experts, tous les jours, ils rencontrent des gens qui ont subi des sinistres, des incendies. Et la première chose en fait, qu'ils doivent faire et qu'ils font, c'est vraiment recevoir toute cette charge émotionnelle. Et en fait, on est le premier, il y a eu le pompier, il y a eu les proches, il y a eu la famille, mais on est le premier à qui souvent la personne va pouvoir raconter vraiment ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs une étape clé de cette reconstruction que vous avez évoquée. Et effectivement, l'expert, ça va être l'expert, c'est la première personne à qui on va raconter ce qui s'est passé. Et donc c'est pour ça qu'on a effectivement des témoignages très précis aussi et qui nous ont permis de faire cette étude. Donc raconter ce qui s'est passé, c'est une étape. Prendre en compte cette émotion, comprendre, expliquer, et puis effectivement aider nos clients, aider les assurés à se projeter dans cette reconstruction. C'est vraiment c'est le quotidien de nos équipes tous les jours. Même question pour vous, Guillaume. Chez Verisure, on pourrait penser, là encore, que vous êtes à distance, vous prenez des coups de téléphone, vous installez des solutions techniques comme les détecteurs de fumée connectés. Est-ce que vous aussi, chez Verisure, vous êtes confronté à cette charge émotionnelle des personnes qui ont soit peur d'un sinistre, soit qui l'ont vécu? Oui, tout à fait, puisque chez Verisure, on va également se rendre directement chez les clients à la suite d'un sinistre, que ce soit un cambriolage ou un incendie. Et c'est vrai qu'on est aussi régulièrement en fait, confronté à ça. Très souvent, en fait, les clients en fait, qui n'ont pas été concernés en fait, par un incendie ou un cambriolage ont tendance à sous-estimer justement le traumatisme qui peut être lié à cela. Et voilà, et notre job, souvent, et c'est quand même ce qu'on essaie de faire, c'est de sensibiliser les Français et les prospects avant que ceci n'arrive. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un mal français, c'est forcément de se sentir concerné une fois que les choses sont arrivées. On essaye chez Verisure de sensibiliser sur l'ensemble de ces risques. On parlait il y a 2 ans du cambriolage, on parle cette aide de l'incendie. Il y a aussi l'accident domestique qui est quand même très prégnant. Et voilà, maintenant, je pense que si notre observatoire peut faire en sorte de faire en sorte que les Français soient plutôt dans une logique de prévention et de protection avant que ceci n'arrive, et qu'on peut par ce biais-là sauver des vies, on sera très heureux de cela. Merci à vous trois d'avoir abordé cet aspect psychologique. Je pense que c'était important. On va passer aux questions-réponses. On a plein de questions. Le sujet intéresse. Je ne suis pas très surpris parce qu'encore une fois, vous l'avez bien raconté, Jean-Vincent et Xavier, tout à l'heure. Fondamentalement, les chiffres montrent que ça nous concerne directement. Une première question pour vous, Guillaume. C'est un sujet très matériel, mais qu'on n'a pas abordé. Une question d'une journaliste. Combien coûte un détecteur de fumée connecté et quelles sont les démarches à faire pour s'en équiper? Alors, je vais répondre en ce qui concerne Verisure. On n'est pas les seuls effectivement à proposer des détecteurs de fumée connectés. Il faut savoir que ces détecteurs de fumée vont toujours s'inscrire dans des dispositifs globaux. Quand on intervient chez des clients, on va protéger contre l'incendie. Mais je l'ai dit, on va également protéger contre le cambriolage, contre le risque d'accident domestique. Donc, c'est toujours des systèmes au sens large qui vont être proposés aux clients. Ces systèmes, ils sont proposés
à l'issue d'un diagnostic sécurité qui est réalisé chez le client, qui vise à bien comprendre comment le client vit, comment sa maison est constituée, de manière en fait à lui proposer le système le plus adapté à ses besoins. Il faut compter, pour répondre directement à la question, il faut compter une quarantaine d'euros environ par mois pour un dispositif complet qui va inclure l'incendie, mais également le cambriolage et l'accident domestique. Ce coût qui constitue un abonnement, il va comprendre effectivement le service, donc la télésurveillance, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais également la garantie du matériel à vie, les consommables, et l'ensemble. Donc c'est vraiment un forfait et un abonnement qui est tout compris. Alors pendant qu'on est sur ce sujet, là encore une question très pratique, où est-ce qu'on installe des détecteurs de fumée? Est-ce qu'il faut les mettre, je ne sais pas moi, au-dessus de la gazinière, il va sonner en permanence? Dans un escalier, on se dit ça ne va pas être très très utile. Où est-ce qu'il faut le mettre? Alors comme je le disais, nous ce qu'on recommande toujours, c'est de passer par un professionnel qui pourra vous conseiller sur la meilleure manière en fait de les positionner. Ce qu'on conseille, effectivement, c'est à minima, si vous êtes sur une maison de 100 à 150 mètres carrés, c'est 2 à 3 détecteurs de fumée. Dans les pièces de vie, effectivement, pas dans la cuisine si vous voulez éviter des déclenchements intempestifs, et à proximité des chambres. Voilà, donc sur des zones de passage, pièces de vie, proximité des chambres. Là aussi, si vos détecteurs de fumée peuvent être connectés, et c'est le cas chez Verisure, les uns avec les autres, ça a l'avantage de faire en sorte que si vous avez un déclenchement à un endroit de la maison, l'ensemble des détecteurs de fumée vont se déclencher, ce qui permettra aussi une évacuation plus rapide. Merci Guillaume. Une question pour vous Xavier, question assez sensible mais intéressante je trouve. L'absence de détecteur exonère-t-elle l'assureur de son action de remboursement? Puisque la loi l'impose. Joker, excusez-moi, je suis pas... Je peux vous dire que non, en fait, c'est imposé par la loi, mais effectivement, il n'y a pas de sanction, ni légale ni assurantielle, en l'absence de présence d'un détecteur de fumée si un sinistre se déclenche. Il n'y a pas de sanctions qui sont appliquées par les assureurs en cas d'absence de détecteur de fumée. D'accord, donc de toute façon, le contrat d'assurance couvre l'assuré qui est détecteur ou qui n'est pas détecteur. Aujourd'hui, c'est le cas. D'accord. Mais est-ce que, et ça renvoie à plein d'autres questions qu'on a, comment sensibiliser davantage les Français, pourquoi les Français sont si peu équipés, est-ce que ce type de démarche un peu coercitive ne serait pas à un moment une façon d'inciter fortement les Français à s'équiper il y a les deux manières. Il y a la manière britannique où globalement on fait de la promotion. Puis il y a peut-être la manière un peu gendarme qui serait de dire si vous n'en avez pas, s'il y a un sinistre, on ne rembourse pas. Alors, moi-même et nos équipes, on est convaincus que la meilleure façon de faire, ce serait surtout que de faire témoigner. C'est-à-dire de faire témoigner, de dire mon voisin qui a été sauvé parce qu'il avait un détecteur de fumée chez lui. Et ça, dans toutes les villes de France, ça se produit tous les jours. Et je pense que ce message-là, cette prévention-là, de pouvoir dire voilà ce qu'on gagne à avoir ce détecteur chez soi. Et là aussi, des messages un peu plus précis après, comment l'installer, où l'installer, effectivement, pas ce que voient nos experts malheureusement parfois, des détecteurs de fumée qui sont posés sur une table. Parce que la fumée monte et effectivement, c'est là-haut que le détecteur doit être installé. Donc vraiment, ces messages de prévention et puis surtout de faire quelque chose de collectif, de commun, de dire oui, ça sauve vraiment des vies et ça sauve la vie de mon voisin. D'accord. Parce qu'on l'a vu, la perception, c'est l'incendie, ça arrive, mais c'est toujours chez les autres. C'est grave, c'est important, mais c'est toujours chez les autres. Ou alors, si j'en ai conscience, c'est parce que moi ou un proche en a été victime. Exactement. C'était les chiffres que Xavier rappelait tout à l'heure. On a une question sur un autre type d'équipement qui est peut-être un peu passé de mode, mais vous allez nous le dire, Guillaume Desbonnets. Des gens nous demandent pourquoi, au-delà du détecteur de fumée, ne pas rendre l'extincteur obligatoire chez les gens. Alors, c'est une bonne question. Alors, je laisserai aussi mon ami de Saritech peut-être compléter, mais nous, notre conviction, c'est que ce qui est important avant tout, c'est de faire en sorte que, en cas de départ d'incendie, les occupants puissent évacuer les lieux dans les meilleures conditions. On n'a pas vocation à faire des Français des pompiers.
Donc, notre vocation, c'est plutôt de dire, voilà, en cas d'incendie, le meilleur conseil, c'est de trouver la meilleure manière, soit de rester dans la pièce en question en fonction des instructions qui vous sont données, soit idéalement de quitter les lieux. L'extincteur, c'est bien, mais à partir du moment où l'incendie est encore de faibles proportions, encore faut-il aussi avoir une bonne connaissance des choses, parce que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel extincteur sur n'importe quelle typologie de départ d'incendie. Donc tout ça rend les choses assez complexes et peut in fine potentiellement générer plus de risques pour l'occupant qu'un détecteur de fumée vraiment efficace et des consignes d'évacuation vraiment appliquées. Jean-Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, alors c'est vrai que certains pays ou certains États américains, par exemple, ont rendu des extincteurs obligatoires. Ce qu'on sait sur les extincteurs, c'est que d'abord, il y a plusieurs types d'incendies et plusieurs types d'extincteurs. Typiquement, et on l'a évoqué, l'incendie dans une cuisine avec un feu avec de l'huile chaude, par exemple, si vous mettez de l'eau dessus ou un extincteur à eau, c'est bien pire que d'essayer de l'étouffer avec un chiffon humide. Donc effectivement, il y a un certain nombre de comportements à connaître, un incendie d'origine électrique, différents types d'extincteurs, différents types d'incendies. Et puis le temps de diffusion, on diffuse en ce moment une slide qui est à l'écran, on voit que le verre d'eau, ça marche la première minute, mais dès la deuxième minute, c'est un seau d'eau, et troisième minute, c'est le camion de pompiers. Alors moi, ce que je vous dirais, c'est si vous avez une connaissance de l'incendie, les extincteurs, c'est une bonne solution. En revanche, la démarche qui est vraiment préconisée par les pompiers, c'est protéger, alerter, secourir. Mais protéger d'abord. C'est-à-dire évacuer, fermer les portes ou se réfugier à un endroit qui est loin des flammes, loin des zones chaudes, protéger, alerter, appeler les pompiers et ensuite, si on peut le faire, secourir. Mais d'abord, se protéger. Mais on a tous vu des films catastrophes américains. Moi, j'avais l'impression qu'un extincteur dans une maison qui est en flammes, ça peut être plus destructeur que protecteur, non ? Non, pas à ce point-là, mais en tout cas, vraiment, voilà, des personnes qui ont une certaine connaissance de l'incendie, ça peut être utile, par exemple, dans des véhicules où là, les types d'incendie sont plus spécifiques. En revanche, dans la maison, les causes d'incendie sont vraiment multiples. D'accord. Alors, on a une question supplémentaire. Je pense qu'on a donné la réponse au cours de notre table ronde, mais après tout, on a donné beaucoup de chiffres. Donc, à un moment, il y a un chiffre qui a pu échapper aux gens. C'est pour vous, Guillaume, quel est le taux d'équipement des Français en détecteur de fumée? Je crois que vous nous avez donné le chiffre, mais rappelez-le, parce que, là encore, il est assez effarant, si je puis dire. Alors, le taux d'équipement des Français en détecteur de fumée, je ne me souviens plus du chiffre. Je crois que c'est 10%, Guillaume. Je crois que c'est... Non, c'est plutôt que ça. 90%. Oui, pour le coup, il est assez élevé. Ce qu'on a dit, par contre, c'est que les Français n'ont pas forcément connaissance des obligations légales. D'accord. Xavier nous dit à l'instant une chose importante. Il nous dit on n'a pas ce chiffre-là. Non, il n'y a pas de chiffre répertorié, donc c'est des estimations, puisque ceux qui sont connectés, branchés à un contrat de télésurveillance, on les connaît, mais la plupart, ce sont des gens, des individus qui achètent au supermarché un détecteur et qu'ils le mettent. Et on ne sait pas ni combien, ni où ils l'ont mis. Donc c'est très difficile d'avoir ces chiffres. D'accord, mais si on veut une fourchette... Donc on estime à 1 Français sur 10 qui n'a pas de détecteur. 1 Français sur 10, c'est pour ça que je disais 10%, je me trompe, alors c'est l'inverse. Après vraiment l'enjeu, selon moi, c'est effectivement, en très grande majorité, les Français ont des détecteurs de fumée. Je pense que l'enjeu est plutôt, et ça on n'a pas réussi à le mesurer dans l'étude, mais nous on le voit chaque jour lors des diagnostics de sécurité qu'on fait chez nos clients, c'est davantage avoir un détecteur de fumée qui fonctionne, donc avec des batteries opérantes et bien positionné dans l'habitation. Et je pense que le sujet, il est davantage là-dessus que sur le fait de dire, effectivement, j'ai mon détecteur de fumée, mais il n'est pas au plafond, ou il n'y a plus de batterie dedans, ou il est dans une pièce qui fait qu'il sonnera de manière intempestive. Je pense que l'enjeu, il est davantage là-dessus. Les Français en ont, mais ça protège mal. Et 1 Français sur 4 ignore le caractère obligatoire de... Ah oui, quand même. Voilà, et ça monte jusqu'à 35% chez les jeunes, les moins de 35 ans. Ça va nous permettre d'arriver à la conclusion. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. On a eu beaucoup de questions et c'était très bien. Si vous deviez chacun dire un petit mot pour sensibiliser davantage les Français à ce risque d'incendie domestique, qui est le grand enseignement, ce deuxième observatoire de la sécurité des foyers, quel serait-il? Peut-être, je commence par vous, Xavier, s'il fallait dire un mot pour... Moi, je leur donnerais le conseil que je me suis donné à moi-même quand j'ai travaillé sur ce dossier. C'est faire le tour, c'est ce que vous disiez, faire le tour de toutes ces prises électriques
Et quand j'ai fait le tour chez moi, je me suis rendu compte du risque que je prenais. Et donc, j'ai méthodiquement retiré. J'avais effectivement des prises triples sur des prises triples pour brancher. Effectivement, maintenant, on a beaucoup de choses à brancher, des téléphones à recharger, etc. Et j'ai même pris une photo, je les ai envoyées à mes amis pour leur montrer que voilà, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Ouais, et donc, j'ai fait une vraie réinstallation électrique simple, hein, c'est avec des prises normales. Parce que, évidemment, c'est le plus gros risque. C'est amusant parce que, j'ai pas de encore une cheminée, fois, donc, ça fait un certain nombre de jours, voire de semaines qu'on prépare cet événement ensemble. Et la dernière fois, je le racontais, je crois, à Jean-Vincent l'autre jour, j'ai quitté mon salon en laissant une bûche, en allant me coucher, en laissant encore une bûche rougeoyante dans l'âtre. J'ai pensé à notre observatoire de la sécurité des foyers, je me suis dit, ça n'est pas sécurisé. Et du coup, je me suis dit, ils vont me poser la question la même qu'à Jean Castex, c'est ce que vous avez fait, voilà. Et oui, mais avec Stop Covid, ça commence par soi-même. Voilà. Maintenant, mes prises sont correctes. D'accord. Voilà. Guillaume, un petit mot de conclusion par rapport à tous nos débats? Oui, alors vous l'avez compris, hein, équipez-vous d'un détecteur de fumée. Ça, c'est la base, effectivement. Assurez-vous que ce détecteur de fumée a été installé de manière professionnelle. N'hésitez pas à avoir recours à un professionnel pour vous conseiller sur la manière d'installer ces détecteurs de fumée. Contrôlez-les régulièrement. C'est pas parce qu'on l'a mis à un moment dans une pièce que c'est une garantie à vie, ça se contrôle. Et puis enfin, ce serait le conseil Vérissure, privilégier les détecteurs de fumée qui sont télésurveillés. C'est le gage d'une bonne réactivité. Je vous l'ai dit, hein, 99% des signaux qu'on traite, on les traite dans les 10 secondes. Et c'est vraiment ça, à notre sens, qui sauve des vies. Merci Guillaume. Jean-Vincent, je termine par vous. Les experts de Saretec, en fait, leur vocation, ce qu'ils veulent tous les jours, c'est être utiles. Et à travers l'étude qu'on a menée, la vocation, c'est de mettre aussi une certaine connaissance à la disposition de tous les Français pour, là aussi, être utiles. Je pense que, avec tous les conseils qui ont été donnés, en plus, je rappellerai que vraiment, la cuisine, c'est le lieu principal où se déclarent les incendies et qu'effectivement, une véritable vigilance, lorsqu'on utilise tous les appareils chauffants, y penser. Ça arrive et ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci à vous trois. Merci Jean-Vincent Raymondis, directeur général adjoint de Saretec. Merci Xavier Ducurtil, directeur de l'engagement sociétal chez Covea. Et merci à vous Guillaume Desbonnets, à distance, directeur des partenariats Alliance chez Vérissure. On remercie surtout l'Observatoire de la sécurité des foyers, Covea, Vérissure, Saretec, qui nous a ouvert les yeux sur ce risque d'incendie domestique, 2 ans après nous avoir également appris beaucoup de choses sur le risque de cambriolage. Rendez-vous dans 2 ans pour une nouvelle analyse d'un autre risque qui nous concerne toutes et tous. Merci de votre attention. Pas de cadeau pour le prompteur. Finalement, j'étais content d'avoir préparé autrement.